traditionnellement, c'est le ministre des Affaires étrangères qui intervient le premier, et ensuite, comme d'habitude, et j'ai une demande. Celui qui veut prendre la parole doit lever sa pancarte et on lui donnera la parole. Permettez-moi de donner donc la parole à Monsieur Sergueï Lavrov. Mesdames, Messieurs, Vos Excellences, je voudrais dire que cette table ronde est traditionnelle et utile puisqu'elle permet de vous donner des informations sur le développement de la lutte géopolitique autour de la menace contre la Fédération de Russie de la part de l'Occident, par rapport à ce qui se passe à Kiev avec le régime de Kiev et ce qui se passe sur le territoire ukrainien, à savoir la menace contre la sécurité de notre pays sur le territoire ukrainien et la destruction de la culture qui prévaut sur le territoire du Donbass, de la Nouvelle-Russie, depuis des siècles et qui concerne les personnes qui y vivent, qui veulent conserver, préserver leur langue, leur culture, leur tradition, qui, je le répète, sont séculaires et se transmettent de génération et en génération. Aujourd'hui, nous allons aborder les aspects géopolitiques. Comme vous le savez, les racines sont profondes. Donc, il s'agit de la période de la chute de l'Union soviétique. Beaucoup de choses se sont passées et peu d'historiens, notamment en Occident, parlent de ce qui s'est passé. Leurs collègues en ont parlé ces dernières années, mais lorsque il y a eu donc a cessé d'exister le pacte de Varsovie, lorsque lorsqu'il y a eu l'union de l'Europe occidentale et des États-Unis, personne n'a souhaité l'arrêt de l'OTAN. Et c'était une erreur. Les économistes, ni les politiques... Jeffrey Sachs a donné, par exemple, une interview en disant qu'il s'agissait d'une erreur historique. L'OTAN existe et, outre cela, nous voyons maintenant les raisons pour lesquelles l'OTAN n'a pas cessé, ne s'est pas démantelé. Il n'y a pas eu... donc les anciens pays socialistes faisaient partie de l'OSCE, mais il n'y avait pas de bloc militaire fermé et il s'agissait pour eux de vivre sous une base de respect mutuel. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Et je peux dire que les raisons de cette décision étaient claires de la part des États-Unis, conserver l'OTAN pour contrôler l'Europe, y compris et notamment l'Allemagne, pour que donc ils ont conservé des armes américaines de manière à ce que les Allemands demeurent soumis à Washington, et pour également écarter la concurrence en matière énergétique. Pour cela, les États-Unis ont détruit un gazoduc
Nord Stream pour que tout le monde se taise et ils ont, pour que les Européens paient le gaz 2 fois plus cher et pour empêcher la fourniture de gaz. Et pour maintenir l'Europe dans un état de soumission, eh bien, l'OTAN, au moment du démantèlement du pacte de Varsovie, l'OTAN n'a pas été démantelé. Bien au contraire, il a été utilisé pour renforcer l'hégémonie américaine sur ce continent. Et maintenant, même sur d'autres continents. C'est ce qu'a dit M. Stoltenberg lorsqu'on lui a demandé si l'OTAN avait été limitée. Il a dit oui, c'est exactement ça, il n'y aura pas de limite. Donc les menaces qui ont lieu sur notre territoire aujourd'hui se répètent sur l'ensemble de la surface du monde, que ce soit dans le Pacifique ou ailleurs. Il va créer des régions, des unions, la région Pacifique maintenant qui s'appelle région Pacifique-Océan Indien. Eh bien, à cet égard, la sécurité euro-atlantique et la sécurité de la région Asie-Pacifique sont maintenant indivisibles. Par conséquent, l'OTAN, nous le savons maintenant, va essayer d'étendre donc son hégémonie. Alors, pour revenir à la période de la chute de l'URSS, outre ce qui a été réalisé, les accords qui ont été réalisés dans le domaine du désarmement, que nos experts ne considèrent pas comme toujours justes, puisqu'il y a eu des mesures unilatérales de la part de l'Union soviétique en matière de désarmement qui ont été prises pour garantir, de l'autre côté, les Américains ont garanti la présence d'observateurs pour observer nos armes stratégiques. Au début des années 90, une énorme quantité d'experts américains et européens ont travaillé par l'intermédiaire d'ONG dans la nouvelle Fédération de Russie. Et c'est peut-être pour ça que l'Union soviétique a disparu comme ancien concurrent des États-Unis. S'agissant des pays des États-Unis et de l'Union soviétique a disparu, l'Union soviétique respectait la charte des Nations Unies. Francis Fukuyama, donc expert japonais, disait il a dit c'est la fin de l'histoire, c'est la fin c'est maintenant le nouvel ordre libéral qui va prévaloir et l'ancienne République de l'Union soviétique, qu'il s'agit du pacte de Varsovie, tout le monde maintenant se trouve dans la main des États-Unis. C'était donc l'opinion qui prévalait à l'époque et qui dominait, et qui a dominé très longtemps. Et encore aujourd'hui, cette opinion s'exprime régulièrement. Et les événements qui ont lieu en fonction des vœux des États-Unis. Parce que les États-Unis ne veulent en aucun cas lâcher leur hégémonie.
Donc, s'agissant du géant, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, donc toute cette domination est exercée un peu partout. Et la lutte qui prévaut aujourd'hui est la lutte pour l'hégémonie par les sanctions, les menaces, le chantage, les forces armées. C'est une lutte pour et retenir une époque qui désormais s'en va. Et nous comprenons que par ces méthodes illégitimes, eh bien, les États-Unis luttent contre un ordre qu'ils continuent d'essayer d'imposer, en dépit du droit international, en dépit de la Charte des Nations Unies, et l'ordre doit s'imposer sur des règles. Il s'agit, lorsqu'il y a des coups d'État, là où on dit que la démocratie est préservée, lorsqu'on dit par exemple qu'en Afrique, on met des forces révolutionnaires au pouvoir pour se débarrasser du néocolonialisme, là, ça s'appelle la destruction, la violation de la Constitution et on prend des sanctions. Donc, il s'agit maintenant de prendre des mesures, mais l'Occident a décidé que la Russie serait dans sa poche. C'est pourquoi en 2000, après la première élection présidentielle qui a élu Vladimir Poutine, la Russie a décidé de retrouver sa dignité et de recouvrer ses droits à une place légale sur la scène internationale, eh bien, les États-Unis ne nous ont pas pris au sérieux. Surtout que dans les années 2000, en Russie, la Russie a fait respecter ses propres droits, mais uniquement par des propositions de coopération, d'accords sur une base d'égalité des droits et sur la base du multilatéralisme. Nous avons créé un système de coopération au sein du système de l'Union européenne. Des dizaines de mécanismes, de formats, de structures au cours des années ont été mis en place. Nous nous sommes réunis, nous avons rédigé des feuilles de route sur la création d'espaces sur le continent euro-asiatique. Nous avons avancé un certain nombre d'idées. Et l'OTAN, contrairement à nous, n'a pas tenu ses promesses, les promesses formulées devant les dirigeants soviétiques et ensuite les dirigeants de la Russie à ne pas s'élargir vers l'Ouest. Mais déjà, à la fin des années 90, le ministre des Affaires étrangères, M. Primakov, lors de négociations avec l'Alliance de l'Atlantique Nord, a exprimé s'est exprimé contre les visions agressives de l'OTAN et a dit que cela violait le droit international. Il a cherché un compromis. Et les Occidentaux ont pris des engagements en disant que sur le territoire des nouveaux membres, il ne serait pas installé des armements. Tout cela a été renforcé dans les accords de l'OTAN où on a créé des groupes de lutte contre le terrorisme, de coopération en Afghanistan et j'en passe. Et tout ceci a été enfreint, violé par
l'Occident. Mais nous sommes parvenus à des compromis. Sur les territoires des nouveaux membres, eh bien, il n'y aurait pas de force qui serait installée. Ensuite, il y a eu, donc ces promesses ont été enfreintes et l'Occident a argué du fait que ces forces qui étaient donc déployées n'étaient pas des forces disons des forces principales et qu'elles étaient provisoires. Nous avons proposé de nous mettre d'accord sur le fait, sur ce que signifie force de combat principale, avec des chiffres, avec des armements lourds, avec des questions de la quantité de militaires qui seraient déployés sur place. L'OTAN a toujours catégoriquement refusé. Et chaque fois que nous avons fait preuve de bonne volonté, que nous avons essayé de jeter les bases d'une nouvelle coopération, eh bien, chaque fois, ils ont refusé tout accord, en disant en arguant de leur liberté d'action. Nous avons petit à petit fini par comprendre qu'il ne serait pas possible de parvenir à des accords et qu'il était nécessaire d'envoyer des signaux forts. Et c'est ce qu'a fait le président Poutine en 2007, lorsqu'il s'est exprimé de façon sincère mais polie, en attirant l'attention des dirigeants occidentaux présents sur le fait que ils ne pourraient pas dicter leur volonté à tous. Et ils ne pourraient pas imposer la civilisation occidentale qui, par parenthèse, se dégrade considérablement dans le contexte des idées et qui maintenant s'expriment en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Cet avertissement, lors de cette conférence internationale de 2007, là aussi, n'a pas été pris au sérieux, là non plus. On a souri, on a considéré que la Russie exprimait ainsi son mécontentement, et dans les contacts qui ont suivi, il est apparu clairement que malgré le fait que nous étions exprimés sur le cap que nous souhaitions prendre, eh bien, toutes ces explications, finalement, sont restées lettres mortes. Mais, je le note, nous n'avons pas perdu, malgré tout, l'espoir de surmonter cette confrontation qui s'est accumulée et en 2008, nous avons proposé de conclure un accord sur la sécurité européenne. Les choses étaient simples. Avant cela, dans le cadre de l'OSCE, tous les pays de l'organisation au plus haut niveau, lors d'un sommet, ont signé un principe d'indivisibilité de la sécurité. Et en disant qu'aucune organisation dans l'espace de l'OSCE ne renforcerait pas sa sécurité aux dépens de la sécurité des autres, et aucune organisation dans l'espace de l'OSCE ne prétendrait à la domination sur des territoires géopolitiques. Et l'OTAN a fait exactement le contraire. Il a continué d'admettre des nouveaux membres, y compris sur les territoires de l'ancienne URSS, en l'occurrence les pays baltes. Nous avons proposer des engagements politiques de non-domination, de non-renforcement de la sécurité
à notre préjudice. Et ils nous ont répondu, vous savez, c'est une déclaration politique signée par les présidents et par les premiers ministres. Oui, mais c'est une déclaration politique et elle n'a absolument aucune conséquence juridique, mais la sécurité juridique ne peut être faite que dans le cadre de l'OTAN. Nous avons dit bien. Et nous avons proposé un nouvel accord sur la sécurité européenne. Là aussi, ce qui a été signé dans la déclaration du sommet de l'OSCE a été codifié. Et cela contenait des contraintes juridiques et cela a été catégoriquement refusé. Les garanties sur le plan juridique peuvent être garanties que par l'OTAN. Alors, nous avons proposé encore autre chose. En 2010, nous avons proposé un accord, pas dans le cadre de l'OSCE, mais dans le cadre Russie-OTAN. Là encore, ils ont refusé. Ils ont refusé notre bonne volonté qui s'est heurtée à ces comportements. George Bush, le junior, a proposé un accord sur les missiles de défense. Et donc, il a proposé un nouveau déploiement de fusées. Et quand le président Poutine s'est étonné, Bush a dit non, non, mais c'est pas contre vous, c'est contre l'Iran et contre la Corée du Nord. Et finalement, cela s'est avéré contre la Russie, contre la République populaire de Chine. Et à ce moment-là, en 2010, lorsque nous avons tenté de trouver des solutions sur la scène internationale, nous avons proposé un accord commun sur les systèmes antimissiles. Et ils n'ont pas voulu coopérer avec nous. Cela ressemble à la situation de 2020 sur les missiles à moyenne et courte portée. Les Américains, là aussi, ont décidé de sortir de l'accord. Ils ont rompu le contact, nous avons pris des mesures et le président de la Fédération de Russie a dit, et nous le regrettons beaucoup, parce que cela est un facteur de déstabilisation de la limitation des armements. La Russie a proposé un moratoire. La Russie va observer les dispositions. Nous avons proclamé un moratoire unilatéral et nous l'observerons jusqu'à ce que les nouveaux missiles américains ne soient pas déployés sur d'autres endroits du globe. Et maintenant, eh bien, c'est ce qui se passe aux Philippines et ailleurs. Donc, nous avons prévenu il y a quelques années, mais parallèlement, lorsque cela a eu lieu, donc en 2020, eh bien, nous avons essayé de sauver la situation, empêcher le déploiement facteur de déstabilisation. Là aussi, nous avons prévenu l'OTAN en disant qu'il existait un moratoire bilatéral et l'OTAN, en l'absence d'accord, mais collectivement, et les autres pays finalement ont rejoint notre moratoire. En outre, il y a eu un texte qui a été écrit en disant, puisque vous avez des soupçons sur le fait que dans la région de Kaliningrad, dans notre système Iskandar, vous avez déjà déployé des missiles interdits par les accords, nous vous invitons à venir et à regarder que ce n'est pas le cas. Mais de notre côté, nous voulions
voulions aller en Pologne et en Roumanie, où sur les bases de troisième région d'opposition donc il y avait des fusées MK-41 et ces systèmes, comme le dit la publicité, ces systèmes ont été déployés sur des sites de production ils pouvaient être utilisés non seulement comme défense antimissiles, mais également comme rampe de lancement ou d'installation de fusées qui avant étaient interdites. Écoutez, dans ces cas-là, nous inspectons, nous regardons et nous allons observer un moratoire suite à l'inspection que nous voulons faire. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Et donc, ils sont, depuis le début, malhonnêtes. Et maintenant, ils essaient de trouver des nouveaux lieux de déploiement aux Philippines. Et je suis certain que d'autres pays de la zone Asie-Pacifique seront concernés à terme. Et vont recevoir la demande pour pouvoir accueillir des armements. Notre bonne volonté, en janvier 2020, ne s'est pas démentie lorsqu'en janvier 2020, Monsieur Poutine, lors de l'ouverture du mémorial du siège de Leningrad à Jérusalem, s'est exprimé, a discuté avec Monsieur Netanyahou. Il appelait les membres du gouvernement à prendre des responsabilités et à se réunir au plus haut niveau pour discuter de toutes les questions, les difficultés que nous pouvions avoir. Tous les contentieux que nous pouvions avoir. Nous avons donc discuté de ces questions. Il s'agissait de surmonter les problèmes. C'était ça la volonté. Les Français ont soutenu, les Chinois se sont tus, mais les Britanniques, eux, se sont tournés vers le grand frère pour savoir ce qu'ils voudraient faire exactement. Et ensuite, bien sûr, il y avait la question du régime de Kiev qu'il faisait pour les questions de guerre qu'il menait sur le territoire du Donbass. Il y avait des accords approuvés par le Conseil de sécurité, mais dès qu'il a été, il est devenu clair que cette résolution ne serait pas respectée, et ce, sous l'influence des États-Unis. Nous avions demandé un cessez-le-feu pendant le mois du Ramadan. Madame Greenfield s'est abstenue. Elle n'a pas opposé son veto, mais lorsque la résolution a finalement été adoptée, elle s'est exprimée en disant que, de toute façon, la résolution ne serait pas prise en compte. À l'initiative du président, au début décembre 2021, nous avons attiré l'attention sur le fait que la situation revêt un caractère des plus sérieux et qu'il s'agit d'arrêter ces actions entreprises par le régime de Kiev. Et nous avons proposé de signer 2 accords en 2021 avec les États-Unis et l'autre avec les pays de l'OTAN pour garantir la sécurité européenne en tenant compte des intérêts de tous les participants, y compris l'Ukraine et la Russie et l'Union européenne, les pays européens. On nous a dit que, oui, avec l'accord disant que l'Ukraine ne serait jamais membre de l'OTAN. Ils ont refusé.
Ils ont refusé cette proposition. Le directeur de la CIA sont venus nous voir, ils nous ont appelés en disant que le régime ukrainien, de toute façon, déjà faisait usage de la force, alors que nous nous étions engagés à ne pas le faire. Et donc, il y a eu des propositions. Et lorsque, en janvier et février, l'Ukraine a violé les accords de Minsk en déclarant son plan B, à plusieurs reprises ont bombardé le Donbass. Nous n'avons pas eu le choix, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'intervenir, et le président en parlait en détail. Et s'agissant de la situation géopolitique, on nous a dit en 2021 que l'Ukraine et l'OTAN devaient résoudre ces questions. En 8 ans jusque-là, on nous a dit, l'Union européenne nous a dit, lorsque en 2013, le président de l'Ukraine, Yanukovych, a négocié un accord d'association avec l'Union européenne, il a attiré l'attention sur le fait que cet accord pourrait contrevenir à d'autres engagements ukrainiens, notamment s'agissant de l'accord de libre-échange avec la CEI, où il n'y avait pas de barrière douanière. Nous avons discuté et parce que les choses étaient relativement sérieuses. Et puisque l'Ukraine, dans ses discussions avec l'Union européenne voulait lever l'ensemble des barrières douanières pour ceux qui entraient, les biens européens qui entraient en Ukraine, et bien du coup, l'accord commercial était entré en contradiction avec les accords précédents. Alors nous avons fait une proposition. Comme en décembre 2021, nous avons dit regardons comment nous pouvons faire pour ne poser de problème à personne. Nous avons proposé en 2013, nous avons dit asseyons-nous autour de la table pour organiser les accords dans la zone de libre-échange en Ukraine et pour que les deux accords correspondent, l'accord d'association et l'accord de la CEI. On nous a regardé avec mépris et la Commission européenne nous a dit, par exemple, ils ont fait une déclaration en disant que donc ils ont joué un rôle et nous avons compris qu'il s'agissait de déterminer l'accord d'association. L'Union européenne a protesté et ils ont commencé le Maïdan qui a abouti, comme vous le savez, au coup d'État. Voilà donc la situation géopolitique. Et il s'agissait de ne pas permettre à la Russie de se renforcer et d'avoir sa place sur la scène internationale et circonscrire l'influence de la Russie. C'est ce qu'ils ont fait, donc en utilisant le président Saakachvili lors de son agression contre l'Ossétie du Sud. Cela a eu lieu lorsqu'ils ont essayé de récupérer la Moldavie.
avec, en mettant des dirigeants qui défendent les intérêts européens et pas les intérêts occidentaux et pas les intérêts de leur propre peuple. Et c'est ce qui a été fait très récemment. Nous, de notre côté, eh bien, nous avons des contacts. Le président Poutine s'est rendu en Ouzbékistan et nous voyons, là aussi, en Asie centrale, comment l'Occident essaie d'étendre son influence. Donc, la tâche consistant à isoler la Russie ne fonctionnera pas. Elle est illusoire et malhonnête. Et dans le cadre pour ce qui est des politiciens occidentaux, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas sérieusement faire illusion et faire des programmes utopiques. Qu'ils essayent. Et à ce moment-là, nous verrons ce qui se passe. Mais, dans l'ensemble, après la chute de l'URSS et le fait que, quand ils se sont rendus compte que la Russie n'obéirait pas au doigt et à l'œil, et eh bien, ils se sont inquiétés. Et voilà la mentalité aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation en Ukraine. Il y a aujourd'hui, aujourd'hui, ils considèrent que l'Ukraine peut frapper la Russie où elle veut. C'est ce qui a été dit. Le président en a parlé lors de sa visite à Tachkent. Je ne vais pas répéter, mais je suis prêt maintenant, à la fin de mon exposé, à répondre à l'ensemble des questions qui se posent.